demander d'avoir la gentillesse de mettre sur vibreur ces petits boîtiers, s'il vous plaît, qui nous relient avec le monde extérieur. Faites-le, faisons-le, je l'ai fait il y a quelques instants, pour être chacun et chacune dans les meilleures conditions d'écoute et de partage. Écoute de la vie, de la réussite, des difficultés à surmonter, des espoirs aussi, à trouver en soi, à imaginer, à faire émerger tout au long d'une enfance, puis d'une adolescence. Celle de notre invité, M. Moed Altrat, que je remercie véritablement d'être avec nous ce matin, un homme au destin exceptionnel, qui dit de lui, je vais vous citer 2 fois, et puis tout à l'heure, bien sûr, on vous écoutera, « J'ai réussi, vous pouvez réussir ». Ou encore, j'ai eu la chance de transformer ma vie en un destin. Écoute, partage, puisque vous aurez un long temps tout à l'heure pour échanger directement avec M. Altrat. On a suffisamment de micros dans ce polydôme pour vous rendre service et pour vous permettre cet échange direct avec M. Altrat. 3 merci de ma part et de la vôtre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nous avoir conviés à cette matinée. Merci à Isidore Fartaria, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui s'est impliqué personnellement, je tiens à le dire, qui s'est impliqué personnellement dans l'organisation de cette rencontre. Merci à Samir El-Bakali, président de l'association Mosaïque, nous l'écouterons lui aussi dans un instant. Merci également à Ketidja Pezri de la préfecture chargée de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Isidore Fartaria, ce matin, je l'ai dit en quelques mots, c'est donc la réussite professionnelle et quelque part personnelle qui sont le fil conducteur de nos échanges, mais alors pas tout à fait la réussite que certains trouvent dans leur berceau. C'est un peu dans cet esprit que s'est construite cette matinée et cette rencontre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci. Je suis d'abord, je dois remercier Moed Altrat d'être présent. Je dois dire que ça n'a pas été d'une très très grande difficulté d'obtenir son accord, parce que dès le départ, j'ai senti et j'ai vu chez lui son œil briller pour passer cet instant avec nous. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous dire que ce matin, samedi matin, à 10h30, on m'avait dit c'est un peu osé de ta part que de tenter une aventure comme ça un samedi matin. Mais pour ce faire, je dois d'abord commencer, même si certains, ça peut les ennuyer, je dois commencer par faire des remerciements. D'abord faire des remerciements à l'ensemble de l'équipe de la Chambre de commerce, à travers mon directeur général Alain Normandon, Fabrice Delpeuch, Sylviane Dessart, Julie Cardozo et Colette Delmas, sans qui ce matin nous ne serions pas tous ensemble. Remercier également Ketidja, tu l'as fait, Pezri, pour son implication dans cette matinée, et puis vous dire simplement que lorsque nous avons commencé cette aventure, je pensais que l'amphithéâtre de la Chambre de commerce, qui comprend 120 places, suffirait. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte, à les demandes qui arrivaient, que ça ne suffirait pas. Donc on s'est rabattu sur l'amphithéâtre de l'école supérieure de commerce, 340 places. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne suffirait pas non plus, la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons été obligés de changer 3 fois d'endroit, et nous nous retrouvons ici dans ce magnifique amphithéâtre qui est celui de Polydôme. Alors merci également à Aurélien Perrin de l'ASM qui s'est également impliqué dans la venue de Moed, et puis bien entendu mon ami Éric de Cromière, le président de l'ASM, qui a donné son feu vert immédiatement, même si cet après-midi nous allons passer des moments difficiles, j'espère pas trop difficiles. Le président sourit là. Voilà, nous faites pas trop de misère cet après-midi, mais merci à Éric de Cromière également pour son implication, parce que là-dessus, il m'a totalement laissé les mains libres pour organiser cette matinée. Et puis, prévenir et planter le décor un petit peu à l'égard de Moed, lui dire simplement que cette salle, elle est composée de jeunes de Mosaïque, qui vont lui poser des questions. Il y a des élus de la CCIT, il y a la mission locale, il y a l'école de la deuxième chance, il y a l'école technique l'école d'enseignement technique de la Maison Michelin, il y a Albert Camus qui est présent, l'Espace, il y a Espace Info Jeune, il y a également l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand-Auvergne,
Il y a la direction départementale de la cohésion sociale, CCI Formation, l'école de Saint-Ecle, l'ASM Omnisport, le centre de formation de l'ASM, dont, mon cher Moed, tu nous as pris 2 joueurs qui sortent de notre centre de formation, qui sont Flo et Mathieu, qui sera sur le terrain cet après-midi. Et puis il y a également l'ASM en mêlée avec ses 250 entreprises. Il y a même une agent de joueurs, tu sais, Moed, celle qu'il faut monter le prix. Au premier rang, là. Voilà. Monsieur Giscard d'Estaing, monsieur de Cromère-la-Royale. Voilà. Donc il y a même une agent de joueurs, et puis il y a l'entreprise Michelin, Limagrin, il y a des sponsors tels que Limagrin, la France. Et puis il y a, ce qui est plus important pour nous également, nous avons des clients. Eh bien, il y a Langros, il y a Eiffage, il y a Deleuze, et puis il y a même quelques banquiers qui sont aventurés dans notre matinée. Alors, le tout, bien entendu, sous le regard attentif de Madame le recteur d'académie, Marie-Danielle Campion, qui, par ton exemple, va trouver, je suis sûr, quand elle va partir d'ici, plein de solutions, notamment celle à l'orientation des enfants. Je crois que tu en es un exemple. Comment, avec une bourse de 250 francs à l'époque, on peut avoir une réussite pareille. Et puis également, comment on peut s'orienter vers la création, vers la reprise d'entreprise, et comment est-ce qu'on peut trouver la solution à 17 000 personnes dans le travail de tous les jours. Alors, merci Moed, je voulais te le dire d'entrée je suis aujourd'hui convaincu à travers toi que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut toujours le demander aux gens qui n'ont pas le temps. Tu en as un exemple. Et puis, heureux de me retrouver devant toi avec ces 470 personnes pour susciter des questions, apporter des réponses en vrai, dans un monde où je crois que l'instantané de tout a fait perdre la raison à certains et a rendu les relations éphémères et a tué toute forme de réflexion profonde. J'entends par là et que j'allume les réseaux sociaux. Voilà, merci Moed, merci de ta présence. Et puis, pour ma part, je souhaite que, je l'ai dit tout à l'heure, que parmi tous ces jeunes qui sont là, tous ces jeunes qui peuvent être aujourd'hui en difficulté, tous ces jeunes qui se demandent ce qu'ils vont devenir, eh bien, si dans l'ensemble de cette jeunesse qui est présente là ce matin, si demain, il y a un petit Moed qui sort, eh bien, nous n'aurons pas perdu notre matinée. Merci. Merci, Gilles. Samuel Balconi, président de l'association nationale Mosaïque, président national de l'association Mosaïque, et donc avec nous également, vous présidez cette association qui œuvre à cette prise de conscience dont parlait Isidore Fartaria à l'instant, prise de conscience dans les quartiers et ailleurs aussi, que la réussite est possible. Et vous aussi, vous souhaitiez être avec nous ce matin. Oui, avec grand plaisir. Je vais dire un petit mot pour les personnes qui ne connaissent pas le Mosaïque, la Fédération nationale Mosaïque, avec ses comités. Alors, le comité Mosaïque Auvergne, créé il y a 5 ans, milite pour la valorisation de la diversité, l'éducation à la citoyenneté et surtout le mieux vivre ensemble dans la République. Les principales réalisations de notre association depuis 5 ans, puisqu'on a fêté cette année les 5 ans de notre comité, la flamme citoyenne, je vote, donc je suis en collaboration avec la Fédération nationale Mosaïque. Et nous avons traversé les grandes villes de France, dont Montpellier, où vous avez participé, M. Altrad, à un débat avec les jeunes. Le prix littéraire national Jeunes Mosaïques, dont le thème était la vie dans nos quartiers, la grande opération parrainage des jeunes intitulée L'État en partage, avec la visite des jeunes des quartiers du ministère de l'Intérieur en compagnie des officiers militaires, plusieurs conférences et débats en fonction des sujets de l'actualité, réalisation de 3 films, La flamme citoyenne, La vie dans mon quartier, Parole des quartiers, 2 courts-métrages, Prétexte de la discrimination au travail, Qu'est-ce que la réussite? Nous avons participé à plusieurs colloques et débats en compagnie des jeunes de quartier, à Lyon, Marseille, à Paris, où les jeunes ont pris la parole au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et nous avons organisé 3 colloques à Volvic. Le premier intitulé Intégration à la française, mythe et réalité. Le deuxième, les prétextes de la discrimination au travail. Et le troisième, place et rôle de l'environnement social dans le parcours de réussite des jeunes. Le 4e colloque, pour le mois d'octobre prochain,
est intitulé « La jeunesse et lutte contre la désespérance et le radicalisme ». Nous avons créé un journal pour donner la parole aux jeunes intitulé « Plume de jeunes ». Nous avons reçu le prix État-Région contre les discriminations et le prix Fondation SNCF. L'association a reçu 5 tiges, travail d'intérêt général, a encadré 7 jeunes stagiaires. Nous avons aussi 2 équipes de foot dans les quartiers nord, en 4e et 3e division, district du Puy-de-Dôme, avec 50 licenciés. L'équipe 1 a été choisie comme la meilleure équipe fair play et offensif en 2014-2015. Et plus évidemment la médiation et l'accompagnement des familles et des jeunes en situation difficile par notre adulte relais. Mesdames et messieurs, cette manifestation est dans le cadre du projet lancé par l'État contre le racisme et l'antisémitisme. Et suite au choc créé par les récents attentats, il fallait mobiliser la société civile pour cette cause à travers des actions envers les jeunes. L'action « Les grands parrains » consiste à identifier et solliciter des personnalités avec un parcours atypique et ayant marqué par leur charisme et leur créativité, malgré les difficultés et le manque de moyens, le monde de l'entreprise, du sport, de la culture. Des exemples et des modèles à suivre par nos jeunes. Avec le soutien de nos partenaires, nous allons solliciter 3 à 4 personnalités pour cette année afin de débattre avec les jeunes et de leur raconter leur histoire et leur parcours qui les a ramenés vers le chemin de la réussite. Nous sommes très contents de solliciter comme premier grand parrain un très grand monsieur, un exemple à suivre par nos jeunes, le bédouin génie, Monsieur Mouad Altrad. Je tiens à remercier, bien évidemment, nos partenaires. Je tiens à remercier notre ami Isidore Fartaria qui a fait un travail formidable pour nous accompagner dans cette action. Créateur aussi d'entreprises et de la richesse dans la région, c'est un grand monsieur qui a soutenu donc cette action. Je tiens à remercier Marc-Alexis Rochefort qui est donc à côté de moi, qui est là à titre bénévole. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Pizri Kitidja de la direction départementale cohésion sociale qui nous a suivis dans cette action et qui a joué un rôle majeur dans la réalisation de cette rencontre citoyenne. Merci aux entrepreneurs qui sont parmi nous aujourd'hui, créateurs de la richesse et de l'emploi. Merci aux 100 jeunes mosaïques et aux jeunes des quartiers nord, de la mission locale, de l'école de la deuxième chance, les étudiants et les élèves qui ont accepté notre invitation. Merci à vous tous pour votre présence à cette action citoyenne en faveur du dialogue et du vivre ensemble. Et je tiens aussi à remercier Madame le recteur Daniel Campion, Monsieur le président de l'ASM Rugby Éric de Courmières, Monsieur Louis Giscard d'Estaing du conseil régional. Je tiens à saluer Madame Sonia Suid, agente de joueurs de foot, et Monsieur David Zeraka Chvili, ASM Rugby. J'espère que vous allez accepter le rôle de futur grand-parrain pour la prochaine édition. Merci à vous tous. On va éteindre la totalité des lumières, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un tout petit moment, 2 minutes 45 d'interrogation, de bonheur, qui vont nous mettre, monsieur, au cœur de votre vie. On regarde. Je sais combien j'ai de salariés, 17 000. Je connais la date à laquelle j'ai créé ma première entreprise, 1984. Mais je ne connais pas exactement ni mon âge, ni ma date de naissance. C'est la vérité. Je m'appelle Mouad Altrad et voilà mon histoire. Je suis né dans une tribu bédouine dans le désert syrien. Abandonné par mon père, mis à l'écart par ma belle famille, ma jeune mère est morte de chagrin. Le seul moyen d'en échapper était l'éducation et la détermination, dans une région désormais tombée sous la coupe de fanatiques ivres de haine. J'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de toute ma région et la récompense était grande. Une bourse d'études pour une école à Montpellier. Ainsi du butin, une vie en exil, dans un pays lointain où la culture, comme la langue, m'était complètement étrangère.
Mon premier poste était ingénieur itinérant, puis j'ai plongé dans le monde de l'entrepreneuriat avec le lancement du groupe Altrad, qui allait devenir un des leaders mondiaux dans ces secteurs d'activité. Ma décision d'acheter le club de rugby de Montpellier, qui était en grande difficulté, presque infaillible, c'était un moyen de dire merci à une ville qui m'a donné une seconde chance. J'en fais un grand club, j'en suis convaincu. Mais la réussite n'a pas effacé mon sentiment profond d'être sans racines, un étranger au Moyen-Orient et malgré la Légion d'honneur, pas tout à fait chez moi, dans mon pays adoptif. Contrairement à mes romans qui racontent le passé, je ne peux vous dire ce que sera le prochain chapitre de ma vie. Mon histoire n'a rien d'un conte de fées, c'est simplement l'histoire vraie d'un nomade de nos jours. Moed Altrad nous fait donc l'honneur d'être présent ce matin. Merci monsieur, comme le disait Isidore Fartaria, puisque vous êtes extrêmement pris, vous avez trouvé le temps d'être là ce matin. C'est déjà en soi une leçon pour bon nombre de personnes. Vous êtes un homme d'affaires français d'origine syrienne, dirigeant du groupe Altrad. Vous êtes également président du Montpellier Héros Rugby et aussi un auteur reconnu de romans, d'ouvrages, notamment de management. Vous nous avez également fait un cadeau, puisque tous les livres, vous les avez offerts. Merci, voilà, vous avez tous votre livre. Il y a même un livre, donc ça c'est Badawi, c'est plus votre histoire. Et puis ce livre, c'est plus, elle est traduit aussi en anglais, version française, version anglaise, c'est pour ça qu'il est un petit peu volumineux. Ça c'est plus sur le management, on en parlera tout à l'heure également. On va parler de vous, de vos origines, de votre parcours, de votre ascension vers le succès. Mais ce qui vous caractérise le plus, je pense, et ce film en témoigne même en très peu de temps, c'est l'humilité qui est la vôtre. Elle se voit sur votre visage, on l'entend dans votre voix. Pour ceux qui vont découvrir votre voix, ils vont repérer cette humilité. Né d'un viol, et vous l'avez rendu public à travers votre livre, précisément Badawi. Votre père était un chef de tribu bédouine en Syrie et votre mère faisait partie de cette même tribu. Votre mère accouche seule dans le désert. Dites-vous entre 1948 et 1951, c'est pour cette raison que je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'image, que je ne pouvais pas a priori être certain de votre âge a priori et de votre date de naissance. Impossible de le savoir précisément. Votre mère est ensuite répudiée par le chef de la tribu et meurt très peu de temps après votre naissance. Vous serez élevé par votre grand-mère dans la pauvreté la plus extrême et vous êtes destiné à l'époque à être berger. On pourrait vous demander ce qui a été le plus difficile dans votre enfance. Je n'ai pas envie de vous poser la question ainsi, j'ai plutôt envie de vous demander ce qui était le plus compliqué dans le fait de devoir gérer le fait de ne pas avoir été désiré précisément, puisque vous êtes né d'un viol, et d'avoir grandi avec l'absence d'un père, ou de l'amour d'un père et de l'amour d'une mère. Madame et Monsieur, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Je te remercie, Isidore, de m'avoir donné cette opportunité d'être avec tant de personnes et de témoigner de mon parcours, mais c'est aussi essayer de vous donner quelques indications sur une vie qui était improbable, disons les choses comme ça. Je tiens à rassurer nos amis de l'ASM, parce qu'il n'y a pas de raison que les choses changent. Chaque fois, depuis 15 ans, on vient ici, comme on dit dans le rugby, on prend une valise et on rentre chez nous. Donc ça va tweeter, monsieur Altrad, vous le savez, au final de match. Vous le savez. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour ce club, j'ai beaucoup d'amitié pour ses dirigeants. Mais c'est aussi, il y a quelques supporters, il y a quelques fans ici. Je le remercie sincèrement parce que c'est le seul stade où, lorsque j'essaye de cheminer pour arriver, trouver ma place à côté d'Éric, à côté de toi, ces deux-là et leurs collègues, ils m'arrêtent obligatoirement et ils m'amènent par force pour boire un coup avec eux. C'est le seul endroit. Je dis, c'est un club fantastique et c'est un public extraordinaire. Vous avez tout pour réussir.
À Montpellier, d'abord, il n'y a pas de tradition de rugby. C'est une ville assez bourgeoise. Pour que le public bouge un petit peu, il faut marquer plein d'essais. Et dans le rugby, on ne marque plus plein d'essais. Si on en marque une ou deux, voire trois, on est très heureux. Bref, il y a tout pour que ce club réussisse. Et je pense qu'il ne faut pas paniquer. Clairement, toujours premier, ex aequo avec le Racing, il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas Montpellier qui va vous faire souffrir ou qui doit vous intimider. Voilà. Le président de première reste mesuré. Voilà. Donc, pour ceux qui ne vous voient pas, président. Alors, dans la vie, parfois on trébuche, parfois on a des difficultés. Ça se produit pour les personnes physiques, mais aussi ça se produit pour les personnes morales. Voilà, peut-être qu'il y a des difficultés que je ne connais pas, mais je suis très solidaire avec l'équipe, avec le club, avec le supporter, avec toute la population qui aime, qui adore ce club, qui ont envie que ça réussisse, parce que c'est le club phare de notre pays. Dans Badawi, vous avez accepté de révéler des choses très intimes de votre vie, qui m'ont amené donc à vous poser cette question. Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile? Si vous voulez, il y a plein de choses. Je pense que le Badawi, en deux mots, c'est mon premier roman. Et c'est un roman qu'on appelle autobiographique. Mais pourquoi je l'ai écrit? Parce qu'il y a effectivement plein de choses intimes qui parlent, par exemple, du viol de cette jeune fille qui avait 12 ans. Elle aussi, on ne connaît pas son âge. Elle était d'une famille très pauvre. Dans les tribus, vous avez des codes, des règles ancestrales. Ça existe depuis toujours. Le premier bédouin a été Abraham, finalement. Et Abraham, c'est quoi? Il avait un peu de chair, beaucoup de sable, éventuellement des choses à manger et très peu d'eau. Donc, ces codes-là, si vous voulez, moi je les ai gardés parce que je suis né là, j'ai grandi là. Et ça vous rappelle, ça vous enseigne beaucoup de choses. Ça vous enseigne l'humilité, ça vous enseigne le courage dans le même temps, parce que vous êtes là pour affronter les difficultés. Dans la vie plus facile qu'il la vôtre aujourd'hui, plus confortable techniquement parlant, matériellement parlant, vous repensez à ces codes qui sont à l'origine de votre histoire? Oui, juste pour la mère. Donc, elle a été violée une première fois, mais elle est d'une famille pauvre. Et être d'une famille pauvre, c'est déjà, si vous voulez, vous êtes moins que rien, quoi. C'est ça, dans le code bédouin. Donc elle a été violée une première fois, et pour que mon frère aîné puisse naître, et ce frère aîné a été massacré par maltraitance par le père. Elle a été violée une seconde fois pour que je vienne. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que le père ne voulait pas de moi. Et vous dites, pardonnez-moi, je voudrais qu'on ait bien entendu, oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que le père ne voulait pas de moi. Ça signifie que vous vous êtes construit par anti-modèle? Non, ce que je voulais dire par mais ce que je voulais dire par là, c'est que sinon j'aurais été tué de la même manière, vous comprenez. Donc la mère, tout de suite après, 12, 13, 14 ans, elle est morte de chagrin. Et vous dites, finalement, ça commence à vraiment très mal, cette affaire-là. Mère violée 2 fois, frère mort, qu'est-ce qui lui reste? C'est disparaître. Donc si vous imaginez sa vie, c'est une quantité négligeable pour une personne. Donc vous commencez dans ce contexte-là. Donc là, ça vous enseigne, si vous voulez, beaucoup de choses. Alors on a 2 choix dans des conditions comme ça. Le premier, c'est d'être voyou finalement. Et le second, c'est de dire non, finalement c'est une chance. Et je vais essayer de la saisir. Vous vous souvenez du moment où dans votre esprit vous vous dites je vais saisir cette chance? Quelles sont vos références à l'époque, vos référents qui vous permettent d'aller vers cette notion de chance et non pas de voie toute tracée, celle de rester dans le désert et de rester berger? Mais lorsque vous avez 4-5 ans, on ne réfléchit pas trop, donc on a des intuitions, on a des sensations. Mais c'était comme, comment vous dire, c'est comme un animal qui se trouve dans une pièce dans laquelle il n'y a pas de fenêtre, il y a une porte tout simplement entrouverte. Et vous dites, mais finalement, c'est ça ma seule chance. Et ma seule chance, à l'époque, c'était effectivement de l'école.
mais je l'avais compris, je l'avais senti, je l'avais assimilé. Et je me suis engouffré dans cet espace ultime qui était très étroit. On va revenir sur l'éducation, on va revenir sur l'école qui vous ont sauvé forcément. Je voudrais rester encore quelques instants sur ce début de votre vie. Quand on vit des choses très difficiles en tant qu'enfant, on le perçoit un peu à la lecture de votre livre, même si le mot n'est... A priori, je ne l'ai pas vu, ou j'ai peut-être mal lu votre livre, mais le mot honte n'apparaît pas dans le livre. On le sent néanmoins quand vous répondez aux interviews, on le sent à travers les différents paragraphes. Est-ce qu'il y avait une forme de honte à être ce que vous étiez? Je pose la question parce que plusieurs personnes peuvent avoir un début de vie compliqué et cette honte peut les affecter pour la suite. La honte a existé pendant très longtemps, si vous voulez. Il faut savoir que déjà en Syrie, être bédouin, c'est tout... voilà, pour vous donner une comparaison, être bédouin, c'est être l'arabe de l'arabe en France, en quelque sorte, vous comprenez. Donc voilà, là aussi, on n'est pas bien. Donc si on être le fils d'une femme violée, répudiée, c'est aussi une honte. Après, ça existe, vous grandissez avec ça et vous gérez ça, mais à côté des difficultés matérielles de tous les jours, vous n'avez pas les moyens de subsister. Donc c'est une survie, c'est pour ça que je vous dis, mon histoire est une histoire improbable. Est-ce que cette honte, quelque part, elle ne nous a pas aussi rendu service au sens où Sûrement. vous avez voulu la dépasser à un moment donné et prouver à ceux qui étaient d'abord autour de vous, puis à ceux que la vie allait les amener à croiser, et bien que vous seriez autre chose? Oui, vous savez, ce roman, Badawi, comme tous les écrivains, on commence par écrire sur soi-même, ce qu'on appelle l'autobiographie, avec des règles. Vous savez, le roman, il y a des règles, des codes, on ne peut pas il faut les respecter, sinon vous n'êtes pas publié. Je voulais faire ressortir, parce qu'aussi un roman, c'est plutôt un message que vous faites passer à votre lecteur. Et si vous n'avez pas de message, votre bouquin, votre roman ne sera pas publié. Mais je voulais faire passer plusieurs messages. Le premier, c'est que, et ça c'est pour les jeunes, les Isidore qui vont me poser des questions tout à l'heure, ce que vous pouvez commencer dans les conditions les plus difficiles, mais vous pouvez réussir. Sachant que la réussite est une notion relative, quelque part. Si ma réussite consiste à être maçon, être électricien, être chef d'entreprise, etc., joueur de rugby, etc., ben ça y est, j'ai réussi. En l'occurrence, la mienne est un petit peu différente. Donc, ça c'est le premier message. Le second message, c'est la notion de raccourcissement du temps. Cette notion de raccourcissement du temps, elle m'est chère. C'est-à-dire, lorsque vous regardez mes conditions de départ, je parle de moi-même parce que je pense que c'est important pour que le message passe directement. D'ailleurs, lorsque je parle de ça dans le roman, je ne parle pas de moi-même, je n'utilise pas le je, j'utilise la troisième personne pour créer une distance par rapport au lecteur, mais c'est aussi trouver une distance par rapport à soi-même. Elle est là la solution à nos démons du passé, trouver une distance par rapport à nous-mêmes pour dépasser cette situation. Parler de choses intimes et de choses pénibles, telles que la disparition de sa mère, dans les conditions qu'on vient d'évoquer, il faut trouver la distance. Vous comprenez, c'est très difficile. Donc, la seconde chose, c'est cette notion de raccourcissement du temps. Si vous regardez mes conditions de départ, mes conditions d'aujourd'hui, et si vous ne me connaissez pas, et je vous raconte ça, vous n'allez pas me croire. Autrement dit, entre les conditions de l'existence d'Abraham, qui étaient les miennes, et aujourd'hui, ben vous avez 3500 ans qui se sont passés. Et si vous me demandez mon âge, ben je peux vous dire que j'ai 3500 ans d'existence. C'est ça mon âge finalement. Oublions le mois, oublions l'année, oublions le jour, parce que ça n'a aucune signification dans la vie de lui. C'est ça. Donc comment on peut traverser 3000 ans à l'espace d'une vie? Eh bien, voilà la démonstration, on l'a faite ici. Alors, elle est unique, elle est miraculeuse, elle aurait pu s'arrêter dans plein d'endroits. Là, vous allez m'interroger sûrement sur ces endroits-là. On va venir à ces endroits-là. Mais le troisième enseignement dans ce roman,
Mais je voulais faire passer l'émotion à travers des mots simples. Il n'y a pas de mots compliqués. Je ne voulais pas utiliser des mots compliqués. Mais pourquoi? Parce que ça aurait été vraiment indécent d'utiliser des mots compliqués pour décrire la mort de sa mère, vous comprenez? Ou la disparition de son frère. Ou des scènes ou des hommes que j'ai vus s'entretuer dans le désert. Donc de dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les mots et les situations que le mot décrive, vous comprenez? Donc ce qu'on appelle créer malgré tout, malgré la simplicité du mot, ben, il faut créer l'émotion chez l'être, chez votre lecteur. Un des devoirs d'un romancier, c'est que son lecteur, ben, il puisse ouvrir la première page, et il va jusqu'au bout. C'est mieux. C'est mieux. L'éditeur est content en plus. D'une part, et d'autre part, s'il s'arrête à la 10e page, mais c'est dommage parce que c'est un échec finalement. Alors vous en êtes au mot, M-O-T-S, vous devez comprendre qu'avec certains mots simples, on peut justement dépasser les mots M-A-U-X. Je voudrais qu'on revienne sur un des endroits, pour reprendre votre expression tout à l'heure, un des endroits qui a été fondamental pour vous, fondamentaux, c'est donc l'école. Grâce à votre cousin qui était à l'époque sédentarisé, vous vous fixez à Raqqa, qui est la ville la plus proche de là où vous êtes, vous apprenez à lire seul, en allant écouter l'instituteur. Étant bédouin, vous n'avez pas à l'époque accès à l'école, mais l'instituteur va remarquer vos dons exceptionnels et décide de vous aider. Vous obtiendrez votre bac à 17 ans, ensuite vous étudierez en France et obtiendrez plusieurs diplômes, dont celui d'ingénieur en Polytech Montpellier jusqu'au doctorat en informatique, Université Paris 7. Les premiers moments où vous comprenez que l'école va vous sauver. Je ne sais pas si le terme n'est pas un peu fort, est-ce que je vais trop loin ou pas? C'est bien, c'est bien. Je voulais juste terminer sur l'émotion. L'émotion la définit en littérature comme une chute verticale du conscient. Autrement dit, on est tous en pleine conscience de possession de nos moyens. Il se passe un élément ou un événement très exceptionnel, généralement court, et vous perdez cet équilibre. C'est ça l'émotion en littérature. Pour revenir à votre question, l'école, le moment où le moment premier, je l'ai senti d'abord. Ensuite, mot comprendre, ça veut dire qu'il y a un raisonnement derrière ça. Je l'ai compris quelques années après, parce qu'il y a cet instituteur qui a commencé à me donner des crayons et quelques feuilles pour que je puisse copier les livres des autres que je ne pouvais pas acheter. Ensuite, vous savez, les choses s'améliorent dans la vie. Lorsqu'on commence dans la difficulté, vous ne pouvez que progresser de toute façon. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors c'est produit... volontairement, parce que je voudrais que tout le monde ait vu ce que nous avons vu tous les trois. Au moment où M. Altra dit ça, il nous a fait un très beau sourire. C'est merveilleux en plus de le regarder, n'est-ce pas, Isidore? Oui. Pardonnez-moi. Oui, et puis cette arrivée en France, si vous voulez, a été pénible. Vous arrivez, le Syrien, il ne connaît pas le français, on ne parle pas français, on ne connaît pas des Africains du Nord, on n'a pas d'histoire avec la France. On a une histoire avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Union soviétique autrefois. On parle russe, on va étudier à Kiev, on va étudier à Moscou, mais on n'a pas, la France, on ne connaît pas. Mais j'avais lu une traduction de Victor Hugo, et cet homme-là m'a fasciné, Victor Hugo. Et je dis, tous les Français sont comme ça, sont grands. Et c'est pour ça que ce pays est très grand. Et il parle de quoi, Victor Hugo? Il vous parle de fraternité, de liberté et d'égalité. Mais ce sont des valeurs universelles, quelle que soit la race, quelle que soit la nation, quel que soit le lieu, ce sont des valeurs qui fonctionnent. Et j'ai commencé à aimer ce pays avant d'y être finalement. Alors la chute était terrible parce que anecdote, avant d'arriver en France, je n'ai pas imaginé qu'un Français puisse être pauvre. Voilà, dans l'imaginaire d'un adolescent que j'étais, j'imaginais ça. À peine traverser le contrôle des douanes au Bourget, parce qu'en Roissy n'existait pas, je descends de l'Arabe Syrian Airlines, et il y a les douaniers, et à peine passé les douaniers, je vois un clochard, je dis là ça ne fonctionne plus,
mon imaginaire. Donc, Le rêve français était brisé. Il était brisé. Donc, je dis, c'est un message à nos hommes politiques aujourd'hui. Quel homme politique, de droite, de gauche, pardon, M. Giscard d'Estaing, il faudra qu'il parle, il faudra qu'on revienne à ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et de tout temps où la France a parlé, a porté ces valeurs, la France a été grande. Aujourd'hui, je n'entends plus ça dans le discours politique. Il faudra peut-être, voilà, c'est un message, c'est une demande à nos hommes politiques qui s'attardent un peu sur des valeurs universelles, tout comme dans l'entreprise. Si on n'a pas de cadre global dans lequel on évolue, qu'est-ce qui se passe? Très vite, on va regarder dans les détails et on va se noyer. Mais je peux oublier votre question, donc j'ai souffert pour apprendre le français, j'ai souffert pour trouver une chambre, je sais faire du climat, je sais faire de la nourriture, donc au point de détester pendant quelques mois ce pays qui s'appelle la France. Et je voulais repartir, parce que ça ne me plaisait pas. Parce que mais le problème, là aussi, j'ai été sauvé, mais parce que je ne pouvais aller nulle part ailleurs, vous comprenez? Voilà. C'était une suite logique qui s'était présentée à vous. Mesdames, Messieurs, je vais prendre 3 minutes pour lire ce que j'ai sous les yeux. Vous allez voir l'évolution. Vous avez occupé, monsieur, des postes d'ingénieur chez Alcatel, puis Thomson. Vous avez travaillé à Abu Dhabi dans une compagnie pétrolière. Vous fondez avec un associé une entreprise informatique, France Informatique électronique et télématique. Pardon. Vous la revendez en 84 à Matra. Grâce à cette vente, vous rachetez en 85 avec un autre associé une PME en faillite spécialisée dans les échafaudages. Mefran, dans les roues. C'est le point de départ du groupe Altrad qui va se développer dans le matériel pour le BTP. Le groupe Altrad, aujourd'hui, c'est une entreprise spécialisée dans la production, la distribution de matériel pour le bâtiment. Cette entreprise, dont le siège social est basé à Florensac, a donc été créée en 85. Plusieurs milliers de salariés, vous l'avez dit. Numéro 1 mondial de la bétonnière, numéro 1 mondial de l'échafaudage, de la brouette, numéro 1 front français du matériel tubulaire pour les collectivités. Quand on vous lit tout ça en 2 minutes, il se passe quoi dans votre tête? Je ne suis pas impressionné, si vous voulez, parce que... Nous, on est enfin... ni impressionné, ni intimidé par ceci, parce que l'entreprise, si vous voulez, pour moi, c'est... là encore, je me répète, devant quelques journalistes qu'on a reçus avant cette conférence, l'entreprise doit faire partie de la cité. L'entreprise, le législateur l'appelle personne morale. Vous, moi, nous tous, nous sommes des personnes physiques. Mais dans les deux cas, il y a le mot personne. Mais c'est qui, lorsqu'on est personne, on a une responsabilité sociale. Donc l'entreprise a une responsabilité sociale. Et lorsque j'ai créé le groupe Altrad, c'est qui m'a poussé finalement, c'est pas l'argent, parce que le groupe-là, j'aurais pu le vendre X fois, à plusieurs occasions, me remplir les poches, j'ai beaucoup de problèmes. Mais je ne veux pas, parce que j'aurais considéré que c'était un échec justement. Pourquoi? Mais parce que je pense qu'à travers le groupe, regardez, des 7000 salariés dans le monde, c'est donc des 7000 familles, une famille de 3 personnes, vous avez 50, 60 000 personnes que vous faites vivre. Vous faites vivre aussi, vous rendez service à 1 million de clients. Nous avons 1 million de clients dans le monde. Il n'y a pas un chantier sur Terre où il n'y a pas un produit Altrad. Vous travaillez avec des milliers de fournisseurs. Donc vous créez votre cité, vous créez votre aventure sociale, votre personne contribue à l'évolution de l'humanité. Alors je sais bien que c'est une goutte d'eau, hein, je le sais, je suis très modeste et humble, mais j'ai envie d'apporter. Mais vous la transmettrez un jour, cette réussite et cette contribution plus que réussite. Eh bien, je ne sais pas, en tout cas, je porte ceci, et j'ai envie de l'amener le plus loin possible. Aujourd'hui, je fais 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais je suis sûr que dans 2 ans, je ferai 3 ou 4 milliards, vous comprenez? Donc c'est ça. Le chef d'entreprise, on parle d'objectifs, on parle de réalisation, on parle de budget, de business plan, que sais-je encore. Et moi, bien sûr, on le fait. Mais moi, j'ai envie d'ajouter à ceci un horizon. L'horizon, c'est que
par définition, c'est assez loin, vous comprenez. Mais cette horizon, j'ai envie aussi qu'elle soit encore plus loin. Mais je sais que plus que j'avance vers cet horizon, elle va reculer. Donc je suis bien, vous comprenez. Alors elle s'arrêtera, mais là aussi, si vous voulez, c'est très clair dans ma tête. Et je le transmets à mes salariés. Et après, je vous expliquerai, si vous me laissez le temps, ou si vous, si vous le souhaitez, pourquoi ces salariés adhèrent à ceci. Donc l'entreprise aujourd'hui, la personne physique, la personne morale, la personne physique a un gros problème parce qu'elle a une échéance, c'est une denrée périssable, elle va disparaître. Comprenez? C'est une certitude et c'est la seule certitude qu'on a dans notre vie. Mais la personne morale, mais je ne vois pas pourquoi elle va s'arrêter. S'il est fondamental pour qu'elle puisse continuer et perdurer, l'exemple de Michelin, c'est plusieurs générations. Mais elle a continué. Il n'y a pas de raison qu'Altrad ne puisse pas survivre à son créateur. Ça existe depuis 30 ans, 85-2015, c'est notre 30e anniversaire. Eh bien, j'ai cette volonté, vous comprenez, j'ai cette volonté. Je termine sur cette partie-là. Je sais que vous avez entendu l'été, je sais que vous avez beaucoup de questions. Et je dis, ça c'est une réussite si j'arrive à faire ça, vous comprenez. Mettre les fondamentaux pour que l'entreprise puisse encore rebondir si jamais son créateur disparaissait. Voilà la volonté que j'ai. Je voulais juste revenir précisément sur vos fondamentaux. C'est pour ça que je vous ai fait signe, parce que dans plusieurs de vos livres, en fait, vous nous donnez des conseils, des règles du management, mais vous préférez appeler ça les fondamentaux, comprendre les autres, avoir des valeurs, avoir un business model, bon, ça c'est la base, ne pas être uniquement motivé par l'argent, vous l'avez dit, créer un futur meilleur, considérer et impliquer les salariés, et le plus surprenant, quand même, de votre histoire, avoir un cadre familial. Arrêtez-vous quelques instants sur ces deux points, considérer et impliquer les salariés, avoir un cadre familial. Oui, les salariés, vous savez, c'est eux qui font la différence, je l'ai dit. Les produits Altrad, c'est des produits banals. Qu'est-ce qu'il y a de sexy dans un échafaudage? Rien. On trouve plus sexy, effectivement, président. Donc, qu'est-ce qu'il y a de génial dans une brouette? Rien. Une brouette, on achète la tonne et on la glisse sous une presse. La presse descend, ça lui donne la forme de ce qu'on appelle le coffre. Après, vous avez ce qu'on appelle un châssis qui est un tube, on le tord pour lui donner la forme pour que vous glissez, puis on met deux boulons et puis une roue et ça fonctionne. Donc la différence se fait au niveau de l'humain. J'ai toujours considéré, et d'ailleurs, le titre de cette charte, on aurait pu l'appeler la charte du groupe Altrad. Les chemins du possible. Je l'appelle le chemin du possible parce qu'il faut donner cette possibilité, cet espoir à ceux qui font l'entreprise. J'entends beaucoup dans les entreprises, dans les groupes, on vous dit, eh bien, tu es salarié chez Altrad, dès que tu franchis le pas de la porte, eh bien, tu oublies tes problèmes personnels et tu te concentres sur son travail chez Altrad ou chez d'autres. Ben, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Je dis, on est tous fait pareil. On a tous des difficultés. Et là, je réponds en partie à votre question relative à la famille. On a des problèmes avec ses enfants. On a des problèmes. On se fait engueuler parfois par sa femme. Donc c'est pas génial. On est maltraité aussi. Et puis, on a des soucis. C'est un hommage que je rends aux femmes. Et on a des problèmes avec son banquier, on a des problèmes de qualité avec ses salariés. Donc, de dire que vous rentrez chez Altrad, par exemple, parce que vous travaillez chez Altrad, et de que vous franchissez le palier de la porte, ben vos soucis perso doivent cesser. Mais je ne le crois pas beaucoup. Je ne le crois pas beaucoup. Dans cette charte, vous verrez, on fait comprendre à nos salariés qu'on comprend cette situation. Et qu'on n'est pas là pour s'ingérer, interférer dans les problèmes personnels de nos salariés. Mais tout simplement, faites passer un message très fort qui consiste à dire
Ben, sache, c'est mon collègue, sache que je l'ai vu. Et si tu as besoin de quelqu'un qui peut parler avec toi, qui te goûte, eh bien je suis là. Et ça, si je peux vous dire, c'est très fort et ça passe. Donc c'est une aventure humaine. On prend encore 3 minutes, celui de peut-être, parce que je voudrais aborder une dimension importante aussi de votre histoire. Et puis, bien sûr, parole à la salle, mais nous sommes tout à fait dans les temps. Deux choses à dire qui montrent aussi votre présence à l'international à travers l'homme que vous êtes et ce que vous pouvez représenter. Si l'année dernière, en 2005, vous avez été nommé entrepreneur mondial par le magazine Ernst & Young et l'Express. Et je crois, alors vous me direz si j'ai une mauvaise information, que le président de la République, M. François Hollande, vous a confié une mission, ou il t'envoie de vous confier une mission. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. D'abord, ce prix mondial de l'année, donc j'étais très fier. L'arabe, le bédouin, le Maigret. Et je sais qu'en France, on est beaucoup des Négrés, ça fait partie de la France. On peut être portugais, espagnol, etc. Syrien, pourquoi pas d'autres nationalités. Et faire partie de ce grand pays qui s'appelle la France et qui est devenu beaucoup moins grand que par le passé et que ces émigrés ont envie de lui redonner, de contribuer à ça. Donc ce prix, je l'ai gagné. Je l'ai gagné, il y avait dans la salle, c'est un concours de 3 jours, et vous avez un jury international avec des noms prestigieux tels que le président de Sony et d'autres, et la présidente de la SNCF canadienne, etc., qui les juge. Vous avez dans la salle 53 meilleures entreprises du monde, donc représentantes de chaque pays. Et si vous voulez gagner, il faut que vous soyez le meilleur des meilleurs. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, de par la nature de mon produit, encore une fois, qui n'est pas génial. Je ne suis pas en train de le dénigrer, tout simplement, de dire ce qu'il est. Et lorsque j'ai été élu, eh bien, j'étais très fier. J'étais très fier parce que c'est la première fois où la France gagne ce trophée. Donc, c'est d'ailleurs lorsqu'on vous appelle pour... Ça allait au-delà de vous et de votre victoire personnelle. Ben oui, parce que lorsqu'on vous appelle, je me suis trouvé naturellement, il y avait des drapeaux tricolores sur la table et on m'appelle le gagnant et la France, on dit. Et après, on prononce votre nom. Mais je me suis trouvé spontanément avec un drapeau dans chaque main et je suis monté. Donc ça prouve cette intimité entre l'être que je suis devenu et ma nouvelle patrie. Et avec le président de la République? Alors le président de la République, donc, il m'a reçu et j'étais très flatté. C'est un homme extrêmement chaleureux, très accueillant. Il m'a dit que l'Élysée, c'était comme chez moi. Je n'ai pas trouvé les mêmes choses, mais... Je vais garder l'Élysée, donc, voilà, il m'a reçu pendant 1 heure, il a parlé d'économie, de la Syrie, de l'immigration, de l'intégration, de beaucoup de choses. J'ai été aussi reçu par le président Obama à Nairobi, à l'occasion du sommet mondial de l'entrepreneuriat. Il m'a écrit personnellement, je suis allé le voir. Je l'ai sensibilisé à la situation de la Syrie ainsi que le président Hollande. Tous les deux, ils m'ont dit qu'ils allaient faire le nécessaire et qu'ils avaient compris. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, mais il faut attendre encore un peu. Il faut attendre du temps, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mesdames, messieurs, je vous ai demandé de couper vos portables tout à l'heure. En fait, moi, je ne l'ai pas fait parce que je savais que je recevrais des messages, j'en étais certain. J'ai reçu 2 messages, je voudrais les lire. On parle bien sûr du monsieur qui est à côté de nous, un très respectable président du club de rugby, et j'ai un autre message qui dit un exemple pour la France, monsieur Altrad, mesdames, messieurs. Pouvons-nous remettre la lumière, s'il vous plaît? Nous sommes pile dans les temps, président Fartaria. J'avais dit à 35. Les 35, non? Oh, les 36, me fait-il. Remarquez, c'est bien Isidore. Bon, mesdames, messieurs, et vous êtes encore plus nombreux que tout à l'heure, il y a des micros. Mesdemoiselles Ryan et Bouchra sont à votre disposition. Alors, vous avez du temps, vraiment, vous avez du temps. M. Altrad ne partira qu'à 12h15. Donc, vous avez du temps. Allez-y, posez toutes les questions.
ça peut être sympathique aussi que vous vous présentiez. Et je vais demander, puisque c'est moi un peu qui ai le pouvoir avec le micro ce matin, que ce soit les jeunes qui prennent la parole d'abord. Voilà. C'est quoi un jeune? Ben, c'est en dessous de 30. Et là, je vois quelques regards. Alors, il y en a qui me disent, vous avez eu raison de dire ça, et d'autres qui sont en train de me faire des gros yeux. En dessous de 30. Les autres pourront, non, je ne répète pas ce que dit monsieur Farmer, les autres pourront aussi poser des questions, mais dans un petit moment. Voilà, ça marche. Allez. La première question étant la plus compliquée, on passe à la deuxième tout de suite. Mademoiselle là-bas, ça a été la première à prendre. Et Ryan va rester de ce côté, à côté de ce charmant jeune homme. Je m'appelle Godbani Sofia, j'ai 25 ans. Et j'aimerais savoir quelles conclusions vous pouvez en tirer quand vous regardez votre parcours, quand vous regardez derrière vous. Les conclusions se font à la fin. Comme je me projette toujours en avant, donc je ne fais pas de conclusion. Mais je suis content de ce parcours parce que j'ai l'impression que je crée beaucoup de bienveillance autour de moi. Mais je suis rempli de ça, si vous voulez, tout mon être va dans ce sens-là. Après, je fais des erreurs comme tout le monde, mais je le regrette infiniment. Mais dans la mesure où on fait des erreurs, et si la personne qui en souffre comprend ce qui a été fait, c'est beaucoup plus facile à pardonner. Donc c'est un parcours important, je le mesure. C'est une société, si vous regardez la charte, elle a créé en Allemagne les gènes de sa croissance et de sa pérennité. Vous le verrez. Et ça, c'est basé, si vous voulez, sur des... je ne sais pas si je dois faire des développements longs, courts, pas trop. Bonne question. Voilà. Monsieur. Alors, moi, j'ai pas vraiment une question. Par contre, je veux juste faire un petit... vous remercier, parce que voilà, un petit témoignage, c'est ça. En fait, il se trouve que je suis un ancien employé d'Altrad, et donc je voulais vous remercier vous, Monsieur Fartaria aussi, parce qu'il se trouve qu'on s'est rencontrés. Juste un petit exemple en fait, parce que là, bon, il y a des beaux discours, et juste un petit exemple que ces hommes-là en fait sont des hommes qui manquent en France et qui nous permettent de rêver un petit peu. Juste pour information, donc moi j'ai 26 ans, j'ai fait l'école de commerce de Montpellier et il se trouve que c'était des années un peu compliquées, j'ai perdu ma mère à cette époque-là et j'ai eu la chance de faire un apprentissage chez Altrad d'1 an. Et à l'époque, donc c'était une période un peu compliquée, mais voilà, en fait... Vous vous êtes retrouvé dans ce que disait Mohamed Altrad. En fait, j'ai eu un entretien avec M. Altrad et je lui avais expliqué que son parcours m'avait vraiment impressionné et m'avait redonné la motivation. Parce qu'il se trouve que quand on vit des moments difficiles, on perd un peu la motivation et d'avoir des exemples de réussite comme celle de M. Altrad ou celle de M. Fartaria, ça vous donne envie en fait, parce que bon, beaucoup de jeunes on vient d'un milieu un peu difficile, et c'est mon cas, mais malgré tout, voilà, j'avais rencontré ce monsieur-là, et il se trouve qu'aujourd'hui, ça commence à pas mal marcher, et je suis pas mal aux États-Unis, et l'année dernière, j'étais aux États-Unis lorsque vous avez reçu votre prix, et en fait, voilà, c'était juste un grand merci pour tout ce que vous pouvez apporter, parce que là, en fait, c'est juste un exemple des petites pièces que vous semez un petit peu partout par vos discours, par vos accomplissements, et en fait, ça fait écho dans certaines personnes, et moi, pour le coup, ça fait écho, et donc voilà, juste un petit merci. C'est magnifique ce que vous dites. Merci beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Zemrani Assia, je suis avec la mission locale aujourd'hui. Donc je fais partie d'un dispositif qui s'appelle la Garantie Jeunes, qui accompagne donc des groupes de jeunes à la mission locale pour trouver du travail et les accompagner donc en effectuant des différents stages. Et aujourd'hui je voulais donner un petit, mon petit ressenti. Donc moi, ce que je peux dire de Mohamed Altrad aujourd'hui, c'est que
C'est un homme ayant vécu plein de rebondissements, mais un homme n'ayant qu'une envie, la réussite pour lui et pour les générations à venir. Maintenant, j'ai une question, Monsieur Altrad, personnellement. Est-ce que, si vous pourriez faire les choses différemment, est-ce que vous auriez fait des changements dans vos choix ou dans vos... Voilà, changer, pas pu changer le parcours, en fait. Si je vais refaire aujourd'hui, c'est nécessairement avec plus de recul, plus de moyens, etc., etc. Donc, nécessairement, les choses se seraient faites différemment. Non, tel que ça a été fait, ça me plaît vraiment, parce qu'il y avait cette volonté sur 30 ans. 30 ans, c'est long, c'est une vie. C'est le double de l'âge des jeunes qu'on a ici. Donc, non, je ferai de la même manière. Cette entreprise humaniste, mondialiste, mais qui est aussi extrêmement performante. Je ne sais pas si vous savez, dans notre capitale, il y a l'État français qui est actionnaire à hauteur de 10%, à travers la Banque publique d'investissement. Donc, voilà. On a les 3 plus grandes banques qui sont actionnaires chez Altrad. Tout ce monde-là a que 20%. Moi-même, je détiens encore 80% de ce groupe. Donc, sa croissance, sa pérennité, son équilibre, son humanisme. Et c'est ça qui me motive, et je pense que c'est ça. Alors, c'est dur tous les jours, hein, parce que vous arrivez dans votre bureau, vous avez un cortège de problèmes qu'il faut régler. Hein, il faut les régler, Eric, hein, comme tu le sais. On se les coltine, on les règle. Mais la volonté est là, et trouver la recette pour que le lendemain, on reparte de la même manière, encore plus motivé, c'est ça qui m'anime, qui anime mes collègues. Allez, on m'a fait signe. Voilà, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Marcio Silva, je suis le PDG de la mini-entreprise Roll-Up Compagnie. Prends ton papier. Ouais. Qu'on a créé avec l'entreprise, avec l'école d'enseignement technique Michelin et avec Perlverne. J'avais envie de vous poser une question. Quels sont les leviers d'action les plus importants pour la réussite d'une entreprise? Vaste question. Les leviers les plus importants pour la réussite. Parfois, on réussit sans levier. Hein, donc, il ne faut pas croire que les leviers, c'est absolument indispensable pour réussir. Hein. Donc, le levier, le premier levier, c'est toi-même, quoi, en fait, en quelque sorte. Moi, je te dis mon expérience. Je faisais, comme vous le disiez, j'étais salarié chez Alcatel, chez Thomson. En plus, je suis arrivé dans le pétrole. Et de retour de pétrole, enfin de l'expérience pétrolière, j'avais envie de faire un ordinateur portable. Mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des boutons dans le commerce pour... je câblais ça pour faire un clavier. Petit, gros, etc. Alors, j'ai acheté, pour afficher les caractères ou les calculs que je peux faire, j'ai acheté un écran de télévision qui était large, profond et très lourd. Pour programmer mon ordinateur, j'ai acheté des microprocesseurs, vous voyez ça dans les films, des cartes électroniques assez grandes comme ça. Mais je mettais le tout dans une valise rigide, qui c'était une valise DLC, et mon truc marchait, sauf qu'il n'était pas vraiment portable parce qu'il pesait 30 kilos. Donc, mais je l'ai vendu justement, ce que vous disiez, à Matra. Matra, c'est l'ancêtre du groupe Lagardère aujourd'hui. Et avec cet argent-là, eh bien, j'ai acheté l'entreprise d'échafaudage qui était en faillite. Alors, avec ces sous-là, j'avais pas assez d'acheter l'entreprise, mais j'ai acheté les actifs de l'entreprise. Parce que lorsqu'on achète une entreprise, il faut payer les dettes. Mais j'avais pas de moyens pour payer les dettes. Donc j'ai acheté les actifs pour un franc symbolique, mais toutes mes économies, je les ai mis, et notamment le produit de la vente de l'entreprise d'ordinateurs portables, je l'ai mis dans l'entreprise. Vous voulez nous dire qu'il faut investir? Il faut investir, mais c'est aussi croître, parce que j'ai mis la totalité de ce que j'avais, et c'était le premier message à mes salariés de dire « je suis complètement avec vous ». Et on n'a pas le choix, on va réussir. Et c'est ça qui est parti. On va réussir ensemble, on n'a pas le choix. On va réussir ensemble, et ce message de dire on ne fait rien tout seul, on fait avec les autres, vous le comprenez. Donc pour revenir à ta question, et juste terminer là-dessus, mais c'était pas assez quand même, parce que l'entreprise grossissait, il fallait emprunter auprès d'une banque, je ne la citerai pas,
parce que je me ferai tuer par les banquiers qui sont là. Je demande demandais 30 que vous avez dit, en fait. 30 000 francs. 30 000 francs pour compléter le besoin de fonds de roulement. Donc 30 000 francs, c'est 7 000 euros. Mais la réponse est non. Mais j'ai compris pourquoi c'était non. Et ça, c'est pour te dire que la difficulté, on peut la vaincre. Mais pourquoi? Parce que voilà l'Arabe qui a travaillé dans le pétrole, qui a travaillé dans l'informatique, et qui vient prendre une entreprise d'échafaudage infaillible, des actifs d'entreprise d'échafaudage infaillible, que personne n'en veut. Donc c'est un cocktail qui effraie n'importe quel banquier. Hein. Donc c'était non. Mais malgré tout ça, bah, tu te serves, tu fais le dos rond et tu traverses la difficulté et tu vas y arriver. Merci. Je suis stagiaire actuellement à l'école de la deuxième science, le 2C, et nous aurions aimé savoir si vous auriez des conseils à donner pour tous ceux qui cherchent à s'en sortir aujourd'hui dans la vie par rapport au marché actuel. C'est difficile hein, de donner des conseils comme ça, il faudra peut-être que je vienne vous voir, qu'on discute, etc. Je pense encore une fois, si vous voulez, je ne peux parler que des termes généraux à ce que vous dites, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui la situation des jeunes soit plus compliquée qu'il y a 40 ans, qu'il y a 30 ans, vous comprenez? Donc je ne crois pas. Ce que je disais tout à l'heure, regardez la France, c'est un pays, chaque année on produit plus de richesses parce qu'on a un produit national brut qui augmente. Certes, pas très important, mais il y a 1%, 2% chaque année, donc c'est important. La difficulté qu'on a dans le pays, c'est qu'on dépense plus, donc on crée des déficits, on s'endette plus également, et on a plus de chômage. Donc, si on prend... Alors, je ne fais pas de politique, Monsieur Giscard d'Estaing, mais juste la vision d'un chef d'entreprise qui regarde l'entreprise France. Et je dis, si l'entreprise France a été là pour France, ben, elle déposera le bilan demain, parce que plus de dettes, plus de déficits et pas de perspective. Le règlement judiciaire tout de suite, sauf que c'est un pays, on ne dépose pas le bilan, mais quand même on aggrave notre cas. Donc on a plus de moyens en tant que jeune par le passé. Donc à toi, à tes collègues de saisir leurs chances et leurs opportunités, je suis content. Mesdames, Messieurs, chacun de vous a la possibilité de poser une question. C'est bon, les micros marchent. Oui, bonjour, Yassine Miloudi. Vous avez déclaré que vous ne savez pas si vous êtes chrétien ou musulman, et vous considérez cette double culture et à l'origine de vos perpétuelles quêtes. Vous êtes toujours en recherche de vous-même. À quel moment vous allez considérer que vous avez atteint votre sommet? D'une part, d'autre part, vous avez déclaré tout à l'heure que votre entreprise, ou vos entreprises font vivre 17 000 salariés avec leur famille. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les salariés aussi font vivre l'entreprise? Voilà, merci. De chrétien et musulman, c'est vrai que je l'ai déclaré. Lorsque vous venez, ce que je voulais dire par là, lorsque vous venez de Syrie, où c'est un pays musulman à 100%. Et moi, lorsque j'étais adolescent, le Coran, je le connaissais par cœur. Aujourd'hui, je l'ai oublié. On vous dit quoi? Dans le Coran, on vous dit que Dieu est unique. Et Dieu est fort. Et Dieu a tout décidé pour vous. Et Dieu, il a tellement décidé des choses pour vous qu'il connaît la date. Lui, il connaît la date de naissance, qui est la vôtre. Et il sait le sexe que vous allez avoir. Et il sait tous les événements qui vont arriver dans votre vie. Et il est tellement fort qu'il sait ce qu'il va faire avec vous après votre mort. C'est ça ce qu'il dit le Coran. Qu'est-ce qu'il va faire avec vous, de vous après votre mort? Il va faire en fait, pour prendre une image de l'entreprise, il va faire de la comptabilité analytique en fait. Donc il va mettre d'un côté les choses bien faites par vous dans votre vie, de l'autre le reste. Et gare à vous si ça penche de mauvais côté, parce que ça va aller très mal pour vous. En fait, c'est ça. Et moi, je suis arrivé en France avec ces concepts, si vous voulez, un jeune voilà, qui n'a pas encore 20 ans, plein de certitudes et plein de croyances.
Mais j'arrive ici et on m'explique, mais c'est pas du tout ça. Tu es libre et Dieu existe. Et Dieu est amour, c'est ça la Bible. Après j'ai lu la Bible. Et fais au mieux. Fais ce que tu peux, fais au mieux. Mais le Coran, il vous rappelle en permanence que Dieu existe par un tas d'actes. Le premier, c'est que vous devez faire la prière 5 fois par jour. La première fois, c'est vers 5 heures du matin. Ça veut dire vous se lever à 4h30, faire sa toilette, faire la prière. Ça, c'est pour vous rappeler que Dieu existe. Okay. Et après, vous faites ça 5 fois. Etc., etc. Vous comprenez? Dans le christianisme, moi, il n'y a rien qui m'oblige, qui me fait rappeler que Dieu existe d'après la Bible. Et c'est ça ce que je voulais dire, si vous voulez. Au début, je me suis révolté contre ceci, c'est pas possible. Mais petit à petit, je suis arrivé, si vous voulez, à trouver quelque chose. Alors je vous rassure, j'ai trouvé 2 contradictions. Une dans le Coran et l'autre dans la Bible. Dans le Coran, c'est la chose suivante. On vous dit, Dieu, ce que je viens de dire, a tout décidé pour vous. Et s'il a tout décidé pour vous, mais pourquoi il va vous punir à la fin? Parce que celui qui a décidé, comprenez? Je n'ai pas très bien compris. Mais n'empêche, c'est comme ça. Mais juste pour l'autre contradiction, après j'arrête. L'autre contradiction, c'est dans la Bible. Mais dans la Bible, si vous voulez, il n'y a rien qui vous fait penser que Dieu existe. Il n'y a aucune contrainte sur vous pour penser que Dieu existe ou que vous devez faire des choses pour ça. Mais je dis, dans un cas, dans l'islam, Dieu est existant, omniprésent, omnipotent. Dans l'autre, il n'existe pas. Mais est-ce que dans ce cas-là, dans ce second cas, qui est le christianisme, la Bible, est-ce que Dieu n'est pas remplacé par l'homme, finalement, et l'homme, c'est Dieu? Donc je suis dans ces... C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si je suis chrétien et je suis musulman. Si vous revenez dans la journée, je vous fais une interview sur RCF. Je pense qu'il y aura quelque chose là. Le côté analytique de la comptabilité de nos péchés et de nos réussites. Beaucoup de choses. Il y avait d'autres questions. Oui, mademoiselle. Bonjour. Je suis Mohamed, j'ai 28 ans. Voilà, donc actuellement, je suis en situation de handicap et moi j'ai fait une formation de développeur informatique. Et ce que je trouve aujourd'hui, j'ai toujours pas eu la chance d'intégrer une entreprise, voilà, par discrimination, justement, je trouve que les entreprises ont peur appréhendent justement cette situation. Vous pensez que c'est votre handicap qui leur fait peur? Moi je l'ai remarqué, on ne me l'a pas dit directement, mais je le ressens aussi en fait. Parce que j'ai fait des entretiens, j'ai pu montrer mes capacités par des moyens ou d'autres, et j'ai ressenti comme quoi c'est le handicap qui est gênant. On ne me l'a pas dit directement, mais ça se ressent en fait. Et je voulais savoir, donc, Monsieur Altrad, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes justement en situation de handicap, justement pour éviter, les motiver en fait. Parce que moi, ça m'a pas. Le souci, c'est que ça m'a pas. À force de subir cette forme de discrimination, j'ai moins envie de vouloir passer des entretiens et. Les mots sont terribles en soi. On sent une souffrance. Ils vous demandent comment motiver les personnes qui sont en situation de handicap. C'est ainsi que j'ai compris votre intervention, monsieur. Et il parle de double discrimination, en fait. Bon, on peut toujours réussir malgré les difficultés. Je crois que mon histoire peut vous démontrer un peu ça. On n'a pas parlé d'humiliation. Lorsque j'étais jeune, je subis pas mal d'humiliation. Il faut résister à tout ça, monsieur. Il faut se fabriquer ce qu'on peut fabriquer pour progresser dans la vie et essayer de réussir.
encore une fois, la réussite, prenez-la comme quelque chose de relatif. Vous êtes en vie, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, c'est réciproque aussi, donc ça c'est déjà une réussite. Voilà, dans mon cas, il n'y avait pas d'amour dès le départ, quoi. Donc c'était compliqué. Merci. Alors, une question en haut, et puis... Je suis assez contente quand même de ce que je fais. Puis je vous interromps, Madame Audet, vous faire applaudir, puisque vous avez été élue cette semaine femme chef d'entreprise du Puteaux. Vous n'allez pas vous présenter, je ne vous voyais pas bien. Et quand j'entends votre nom... Oui, j'ai subi aussi des discriminations en tant que femme, puisqu'effectivement, les femmes et l'informatique, c'est quand même encore compliqué, même actuellement, puisque les hommes, vous avez encore un petit a priori sur les compétences féminines dans les métiers techniques. Ma question est simple par rapport à vous, 17 000 salariés, combien de femmes dans votre entreprise ne sont pas? Métier où on est sur les chantiers, du bâtiment, sur les ponts, des ports, des aéroports, des centrales nucléaires, des raffineries, etc. Donc c'est vraiment pas bien. Donc il doit y avoir quelques pourcents, 4-5% de femmes, quoi. Donc mais c'est pas le. Mais par contre, dans la société holding, c'est une société holding où vous n'avez que 25 personnes à peu près. Il y a 80% de femmes. Personnellement, je suis entouré des femmes et je fais beaucoup de confiance à la capacité et à l'intuition des femmes dans la gestion des choses. Une question là, monsieur Léposé. Vous levez le doigt le premier. Ouais, c'est un jeune de plus de 30 ans qui pose une question maintenant. Je sais toute l'attention que tu portes à un compagnon de route, un compagnon de vie qu'on appelle le destin, que les Bédouins en arabe appellent Adar. Tu dis souvent que les Bédouins disent du destin qu'il n'est ni humain ni divin. Alors pour rejoindre un peu cette dimension philosophique, c'est quoi alors en fait? C'est une question, c'est un cours philosophique à tout le monde. Vous avez 3 minutes, ça va aller? Oui, le conte philosophique, je ne sais pas, peut-être rendre hommage aux femmes, dans leur capacité à contourner les problèmes et à faire à ce que l'humanité survive. On ne souligne pas suffisamment l'importance des femmes dans la cité. On parle d'hommes. D'ailleurs, c'est bizarre, dans la langue française, on parle d'homme. Homme égale femme. Donc, c'est bizarre. Pourquoi on ne dit pas femme et dans ce cas-là, femme égale homme. Donc, dans Badawi, il y a un récit. Il y a un récit qui est une petite histoire dans l'histoire qui dit il y avait une très, très belle fille dans le désert. Et il y a le chef de la tribu qui la voulait. Et finalement, mais elle ne peut pas refuser, vous comprenez. C'est le chef de la tribu, on ne refuse pas, quoi. Et elle a dit, ok, mais je vous propose un pari. Et si vous réussissez votre pari, ok, je suis votre femme. Donc, elle lui a dit, ben voilà, donc... vous allez monter la colline, et en haut de la colline, elle dit au chef de la tribu, ben vous allez trouver un sac noir dans lequel vous avez une pierre blanche et une pierre noire. Et si vous regardez pas, et vous tirez, si ça sort, si vous sortez la pierre blanche, ben je suis à vous. Et si vous sortez la pierre noire, et bien, je suis libre. Alors, il a accepté. Mais il a tort, parce qu'il a oublié la ruse de la femme. Et là, c'est un hommage à la femme que je rends. La ruse dans le bon sens, madame, ne m'en voulez pas. Alors, elle a grugé, quand même. Donc, elle a été installée le petit sac, mais dans lequel il y a 2 pierres noires. Et donc, il a tiré évidemment la pierre noire. Donc, il s'est fait avoir, vous comprenez. Donc ça c'est une image de dire à tous, les jeunes, eh bien, l'histoire de ce patriarche, l'histoire de cet homme puissant, ben, c'est une contrainte finalement dans la vie, quoi, parce que voilà, si elle était sa femme, et voilà, il aurait lui fait plein d'enfants, mais il ne s'en est pas occupé, etc. Donc c'est pas une vie non plus. Peut-être il aurait tué une partie de ses enfants.
Donc on peut contourner la difficulté, on peut les affronter, mais c'est mieux de les contourner, vous comprenez. Donc ça c'est un moyen. Donc tirons la pierre blanche dans notre vie pour progresser dans la vie. Madame. Merci d'être là en tout cas. Moi je suis Assiba Chaïb. Je travaille à la direction régionale jeunesse et sport. Et les jeunes sont la priorité du gouvernement, des collectivités, mais aussi de toutes les associations qui travaillent sur le terrain, aussi bien Mosaïque que les missions locales, l'école de la deuxième chance. Et je suis aussi à leur côté pour les suivre et pour voir leurs résultats sur le terrain. Ma question, je vais revenir à la question de M. Roquejoffre tout à l'heure, qui vous a demandé quelle mission vous a confié le président Hollande. Et je crois, il me semble que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la réponse. Merci. Dans ce métier, tout est la faute des journalistes. Allez, applaudissez, allez-y. Merci, monsieur. Arrêtez, j'ai bien oublié. Mais merci de la reposer. Le président de la République, je l'ai dit aux journalistes qui étaient avant qu'on rentre dans la salle, était inquiet pour ce qu'on appelle les US, les zones urbaines sensibles, que vous connaissez, M. Giscard d'Estaing, et puis d'autres. Et lorsque vous regardez la carte de la France, vous trouvez qu'il y en a 1500, donc c'est beaucoup, dans lesquels habitent 11,5 millions de personnes. Et quand vous regardez d'où vient cette population, ben vous trouvez qu'il y a 90% d'émigrés. Et si vous regardez encore plus près, ce sont 80-90% d'émigrés arabes, première, deuxième génération. Vous trouvez quoi? Vous trouvez qu'il y a 10% d'inactivité, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards qui ne travaillent pas, et que dans la famille, vous avez peut-être une personne qui a un contrat de travail, souvent précaire, donc il n'a pas un travail, et puis il fait vivre. On trouve que, voilà, 70% d'inactivité, on trouve le double de taux de chômage qu'ailleurs dans le pays, on trouve qu'il y a 2-3 fois plus de pauvreté selon les zones qu'ailleurs qu'en France, et le président de la République, il voulait me confier cette mission d'aider ces quartiers. Donc, sans rentrer dans les détails, je dis effectivement un des problèmes finalement de ces quartiers, c'est qu'il faut aller dans les quartiers. On en a deux à Montpellier, il y en a une qui s'appelle la Paillade et l'autre le Petit Bar. Mais vous avez, je dis ça, je suis désolé, il n'y a que des Arabes, et vous rentrez dans l'école à travers Badawi qui est élu et sélectionné par l'éducation nationale pour être une lecture dans ces écoles de partout en France. Je suis invité par l'éducation nationale pour aller faire des témoignages, discuter avec les gamins de 12-13 ans. Et ben, dans toute la salle, ben, vous avez que des enfants d'origine arabe. La seule personne qui n'est pas arabe, c'est le professeur. Souvent, c'est une femme. Et donc, elle est très apeurée, etc. Et vous avez des relations, une tension quand vous rentrez. Et le discours qui est véhiculé, c'est que la France est raciste, la France est xénophobe, la France ne fait rien pour nous. Mais si vous regardez pourquoi ce discours, mais parce que justement le père ou le grand-père est peut-être harki, donc il a été maltraité par la France et par l'Algérie, donc il est aigri. Vous avez le père qui est au chômage et probablement alcoolique également, et l'enfant qui grandit dans... Moi je leur explique, si vous voulez, que la France n'est pas raciste, la France n'est pas xénophobe, la France fait beaucoup, sauf peut-être mal. Donc, regardez, si vous étiez petit Syrien, ben, qu'est-ce qui vous arrive? Votre père est tué, votre maman est violée, vous aussi probablement, et que votre maison est confisquée. Et il ne vous reste rien. Mais en France, il n'y a rien de tout ça qui vous arrive. Donc la France n'est pas celle que vous dites. Alors ils l'acceptent. Il n'y en a pas un qui est moufte lorsque je le dis, parce qu'ils me connaissent, vous comprenez, ils connaissent voilà, ils connaissent mon histoire. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va le dire, il va se faire massacrer, voilà, dans la classe. Donc je dis, j'ai accepté cette mission qui est... Mais je dis au président de la République, mais il faut les moyens financiers, parce qu'on ne peut rien faire.
Et s'il faut identifier 10 000 entrepreneurs dans ces quartiers, ben ça ne se fera pas tout seul, il faut former, informer et financer. Alors, le président m'a dit, à travers le ministre de l'économie, qu'il est en train de voir comment on peut allouer un budget pour ça. Voilà, je suis à ce stade. Merci d'avoir Bonjour, donc je m'appelle Marianne Casprac, je suis étudiante assistante sociale et membre à Mosaïque. Donc ma question fera un peu le lien avec ce qu'a dit Magali. Donc par rapport à l'immigration, donc vous avez été un immigré syrien, vous êtes venu en France, et moi je ferai parallèle avec l'immigration la plus récente, donc l'immigration maghrébine, et notre place justement en France, parce que là j'ai l'impression, et c'est mon ressenti, qu'on nous considère, qu'on nous rejette souvent donc cette image et qu'on ne nous considère pas comme des Français entièrement à part, des Français pardon, à part entière, mais plutôt entièrement à part. Et c'est l'image qu'on nous renvoie souvent. Et j'aimerais vous poser la question, vous, quand vous êtes arrivé en France, à quel moment vous vous êtes senti français, ou du moins on vous a renvoyé cette image? Voilà. Oui, je vous l'ai dit, j'ai souffert de ça. Et la première souffrance, c'était l'apprentissage de la langue. Et c'est difficile de s'intégrer. Moi, je pense qu'il y a un travail très important sur soi-même, si vous voulez. Bon, la France, c'est un grand pays, c'est une grande histoire, c'est une grande civilisation. La France, il faut l'apprivoiser. Et pour l'apprivoiser, il faut connaître sa culture, sa tradition, son histoire, ses hommes, ses femmes, etc. Mais c'est aussi essayer de s'intégrer dans son futur, se projeter avec toute la nation française pour aller dans ce sens-là. Là, si vous voulez mon avis, c'est que les immigrés, c'est-à-dire vous, moi, toutes les 11 millions et quelques personnes, on ne fait pas suffisamment ce travail-là sur nous-mêmes. Il faudra qu'on le fasse. Donc, est-ce qu'on a fait le nécessaire de notre côté pour vraiment s'intégrer dans la société? Ou est-ce qu'à la première, deuxième, troisième, que sais-je, difficulté, on s'est replié, on s'est arc-bouté pour révolter contre ce pays? Je ne sais pas quelle est la réponse. Encore une fois, moi, cet univers, je le découvre, hein, les quartiers, grâce à la mission que je n'ai toujours pas complètement acceptée, parce que j'ai les moyens, sinon je ne l'accepterai pas. Petite intervention. Donc je me présente, je m'appelle Guy Jouamza, donc j'ai 25 ans, bientôt 26, donc je fais encore partie des jeunes. Et je voulais réagir, parce que je connaissais pas M. Altrad, et en lisant un peu votre histoire, sur internet notamment, j'ai pu comprendre que vous étiez immigré et arrivé en France pour vos études. Et moi, ma question elle est plutôt simple, c'est par rapport à votre prix de meilleur entrepreneur, où on vous a désigné comme étant français, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on a appelé la France, ensuite on vous a donné votre nom. C'est la France qui a gagné, nous a dit monsieur. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, par rapport à la situation de la France aujourd'hui, qui est un peu compliquée, notamment par rapport à ces opinions extrémistes, moi, j'aurais voulu avoir votre avis quand on a dit Mourad Altrad, France, et par rapport à la situation actuelle. Quel est votre avis? M. Altrad a déjà en partie répondu à cette question. Oui, c'est pour ça que... Je parle sous votre contrôle à tous. 450 personnes, il a dit que la France n'était pas raciste. Il l'a dit. Hein. J'ai pas employé le mot raciste. Voilà, donc vous avez dit beaucoup de choses déjà. La France fait beaucoup de choses pour l'immigration. Il suffit de regarder la population française et sa composition. Si vous prenez tous les immigrés, hein, les Syriens, les Arabes, tout ce que vous voulez, les Portugais également, les Espagnols, etc. Ouf, vous l'avez placé avant midi 15. Bravo, monsieur. Pardon, Isidore, hein, parce que je m'identifie à toi de toute façon. Je dis, placez les Auvergnats. Vous avez peut-être 30 millions de personnes comme ça, si on fait le total. Et je dis, quel pays d'Europe qui a le tiers de sa population qui est émigrée, qui est raciste, qui est xénophobe? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Après, si vous voulez, après, il y a des problèmes sociologiques, économiques, culturels, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est pas ça la richesse de la France? La richesse de la France, c'est sa diversité. Et dans mon entreprise, pour faire le parallèle, eh bien, on accepte toutes les cultures. Et c'est la première chose, le premier postulat. Vous pouvez être polonais chez Altrad, vous pouvez être américain ou chinois ou ce que vous voulez, australien.
on accepte votre culture. Sauf qu'il faudra que vous acceptez la culture de l'autre et toutes les autres cultures. Et avec ça, elle fait une grande culture qui s'appelle la culture Altrad, qui est la culture de l'entreprise. Donc, moi je pense que, comme ça, rapidement, hein, peut-être la France peut faire un peu plus, peut-être beaucoup, je pense plutôt beaucoup. Les émigrés, enfin, voilà, qu'on a évoqué, qu'on a défini, identifié, peuvent faire encore un peu plus, si vous voulez, d'aller montrer un signal fort pour aller vers la France, sa culture, sa civilisation, sa langue. Cette langue, vous savez, elle est compliquée, la langue française. Elle est compliquée, croyez-moi, moi j'ai souffert pour faire des phrases. Mais petit à petit, on avance et on franchit. C'est comme le sportif qui va sauter à mètre, ou le sportif qui va courir, qui va vous faire aller 1 kilomètre, il pourra le lendemain faire 1 kilomètre 100, 1 kilomètre 200. Et puis on peut progresser comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose pour ce pays. Et logiquement, le pays vous le rend. Moi, je considère que c'est mon cas. La France m'a rendu ça. Ce que j'ai fait en France, je n'ai pas pu le faire dans mon propre pays. D'ailleurs, mon propre pays n'existe plus. Quoi. Je ne sais pas quel est mon pays aujourd'hui. Je n'ai qu'un pays, c'est la France. Moi, je suis un soldat de ce pays, donc je fais des choses pour ce pays. J'aimerais que cet exemple, cette attitude, ces paroles, si vous voulez, se soient appropriées par les émigrés tous. Et je suis sûr que la France va la rendre ça et comme il faut. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de transformer ma vie en un destin. Président Farrier, conclusion, et puis le président Al-Bakali également veut remettre un cadeau à M. Altrad. Merci. Merci Marc-Alexis. Bien, je voudrais dire que depuis que j'écoute Moed, en dehors du fait que je ne suis pas musulman, et moi j'en ai des certitudes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différences dans nos vies, quoique je ne suis que l'orteil de son pied. Je voulais dire, et je voulais apporter une petite précision, tout à l'heure la question lui a été posée. Pour ma part, je crois que les chefs d'entreprise doivent avoir, les créateurs, les chefs d'entreprise, ceux qui veulent entreprendre, il faut qu'ils aient 3 qualités, et je me tue à le dire. La première, il faut être inconscient. Inconscient parce que si vous restez conscient, vous ne ferez jamais rien. La deuxième, il faut savoir dire non. Celui qui dit oui à tout ne peut pas réussir. Et puis, la troisième, il vous l'a démontré dans son explication, il faut savoir déléguer et il faut savoir s'appuyer sur ses collaborateurs pour que vos collaborateurs deviennent aussi importants que vous à l'intérieur de l'entreprise. Je n'ai jamais vu 2 belles plantes se développer dans le même pot de fleurs. C'était le premier point. Ensuite, je voulais apporter une précision, il vous l'a également dit. Pour ma part, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai hypothéqué la maison de mes parents. J'ai hypothéqué la maison de mes parents, de mes beaux-parents, de mes parents, et j'ai hypothéqué ma maison. Si nous étions retrouvés les 3 ménages dans la grande barre qui est la barre qui est la murée de Chine, j'avais demandé à l'époque à mon banquier, j'avais dit si ça va mal, ne nous mettez pas tous les 3 sur le même palier parce que ça va mal se passer les soirs. Et puis il y avait autre chose que je voulais préciser et que Moed a parlé également. Moi j'en ai marre d'entendre parler, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Moed comme moi, nous sommes des enfants des années 80. Nous avons démarré dans les années 80. J'ai démarré le 2 mars 1980. 2 mars 1981. Le 10 mai, pardon. Tout le monde fuyait la France, chargeait les coffres d'or pour aller en Suisse. J'entreprenais. Alors je vous dis simplement, entreprenez et ne vous basez pas à ce qu'on peut vous dire et à ce qu'on peut vous dire autour de vous. Et les oiseaux de mauvais augure qui vous diront « Oui, mais tu as réussi parce que… » C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. « Tu as réussi parce que… » Les mêmes qui me disaient en 1980 que j'étais fou d'entreprendre, me disent aujourd'hui « Oui, mais toi, tu as de la chance, tu as démarré dans les années 80. » C'est les mêmes. Et puis je voudrais terminer pour passer un message à toute cette jeunesse qui est là. Cette jeunesse des quartiers nord, vu que tu as parlé des tiens, et on a malheureusement tous dans nos villes ces quartiers qui sont des quartiers difficiles. Et je voudrais vous dire que c'est mon cas. Je viens de l'immigration. Il y a une chose de sûre,
Personne ne m'a intégré. Je ne le dois à personne. Je me suis intégré. Donc je vous dis simplement, intégrez-vous. Arrêtez de penser qu'on ne veut pas de vous. Intégrez-vous. Et puis je voudrais terminer par un message à votre intention, vous dire tout simplement, et la phrase n'est pas de moi, mais je vous la dirai en français, tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup, Julien Farfara. Monsieur Berthelli. Alors moi je suis vraiment très très content de voir de près la sagesse, l'humain. Il voulait définir sa religion, je voulais lui dire, moi, ta religion c'est l'humain. La France a gagné la Coupe du Monde avec des personnes issues de la diversité. La France a gagné le trophée de meilleur entrepreneur avec des personnes issues de la diversité. Alors, essayez de comprendre, parce que c'est notre combat mosaïque, la richesse de la diversité. La France ne peut pas gagner sans les enfants issus de la diversité. Parce que dans les quartiers, entre parenthèses, qu'on a étiquetés comme quartiers difficiles depuis plusieurs années, on a identifié qu'il y a une difficulté depuis plusieurs années, et on peut les rendre faciles si on veut. Dans ces quartiers, nous, on croise, et moi je suis fier d'habiter dans les quartiers nord, je suis fier de travailler avec les jeunes issus de la diversité, qui ont un savoir-faire. C'est un moment très agréable lorsqu'on travaille avec ces jeunes. Je pense qu'il faut aller exploiter cette richesse, parce que celui qui va gagner vers la fin, ni la diversité, ni la religion, celui qui va gagner, c'est la France. Parce que la France, c'est un grand pays avec tous ses enfants, qu'ils soient d'origine portugaise, ou bien syrienne, ou bien du Maghreb. Madame le recteur, nous avons en face de nous un exemple à donner à nos enfants, que ce soit dans les quartiers nord, que ce soit dans les centres-villes, un exemple de la réussite, un exemple comme quoi c'est possible d'être un grand monsieur, et nous avons en face de nous un grand monsieur. J'ai envie de lui donner aussi le fruit des jeunes de Mosaïque, qui ont écrit un livre intitulé donc Le vieux dans mon quartier, avec évidemment, il n'y a pas que le rugby dans notre région, il y a aussi des volcans, avec le logo de Mosaïque dans une pierre volcanique. Je tiens à saluer donc mon ami le maire de Volvic qui est là, et où se trouve cette roche volcanique. Monsieur, je suis très content d'être avec vous et de vous recevoir. Vous êtes vraiment un très, très, très grand monsieur. Voilà, pendant que Hervé Nicodeau, avec un petit mot, on va juste se dire au revoir en reprenant deux phrases, si vous me permettez. Sachons trouver notre pierre blanche. On a tous compris ça. Et puis, bien sûr, messieurs les présidents, vive le rugby pour cet après-midi et vive le sport. Bonne journée, bon rugby. Bonjour, je suis Édouard Gaulier, j'ai 18 ans et j'ai été invité à cette conférence par des amis. Du coup, je me suis renseigné un peu plus sur ce personnage qui suscite l'admiration.
Et cette conférence, j'ai trouvé que c'était très intéressant et que pour les jeunes qui étaient pleins d'ambition, ça pouvait donner un peu plus d'entrain et de courage. Voilà, merci. Oui, bien écoutez, je suis très admiratif du parcours et ravie d'avoir été à cet entretien. Ce que j'ai pensé de la conférence, c'est ça ? J'ai trouvé ça fabuleux, c'est un homme extraordinaire. Moi je suis chef d'entreprise et ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné envie de continuer. Je pense qu'il peut donner des ailes à beaucoup de jeunes, donc c'est vrai que c'est fabuleux et c'est un grand honneur d'avoir pu le rencontrer. Merci pour cette conférence qui était vraiment très riche d'enseignements, très riche d'humilité parce que c'est un homme très humble et très simple. Et je pense qu'il est à l'approche de tout le monde, voilà, et qui peut vraiment motiver des jeunes. En leur donnant les conseils qu'il leur a donnés. J'ai bien aimé aussi son côté effectivement altruiste et très fort. Voilà. Oui, Moed, on le connaît en tant qu'homme, c'est un parcours d'exception. Il a fait toujours preuve d'humilité, même dans la plus grande réussite. C'est un modèle pour tous les jeunes immigrés, mais aussi surtout pour tous les jeunes français et tous les hommes et toutes les femmes qui se battent chaque jour pour créer et pour ne pas baisser les bras. Voilà, un bel hommage. Alors, bonjour, j'ai trouvé cette conférence très intéressante. C'est important de rencontrer des gens avec des parcours différents, pas forcément simples à la base. C'est pour moi un exemple de réussite, d'humilité. Et je conseille aux gens de s'ouvrir à ce genre de conférences et d'aller vers les autres. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'avoir pu participer à cette conférence qui était passionnante. C'est un grand homme et je suis venue ici aujourd'hui en tant qu'administratrice de l'association Entreprendre pour apprendre. Et on a tout un réseau de jeunes qui font des mini-entreprises et pour qui le schéma et le profil de Moed Altrad est une véritable réussite et un véritable exemple. Donc c'était une conférence très intéressante et je suis ravie d'avoir pu y participer.